Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Agent du Kremlin. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau aux côtés de Jimmy. Bonjour à toi. Bonjour Sophia, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce troisième épisode de votre rendez-vous hebdomadaire sur Divergence politique. Avant toute chose, nous souhaiterions vous présenter nos excuses pour l'épisode de la semaine dernière et sa qualité un petit peu moins bonne. On a eu beaucoup de problèmes techniques et les conditions d'enregistrement ont été vraiment difficiles. On va faire tout notre possible pour améliorer d'émission en émission la qualité et on espère que vous serez indulgents avec nous. En tout cas, merci encore une fois pour vos retours, vos partages, vos likes, ça nous fait toujours plaisir. Et pour grandir et évoluer, nous avons besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aimer et à partager la vidéo si le contenu que l'on produit vous plaît et si le cœur vous en dit, à faire un petit don. Et maintenant, place à l'actualité et à notre premier sujet qui est un gros morceau puisque nous allons parler du sommet du G7 qui a eu lieu en France à Évian. Outre le dispositif policier gigantesque qui a été mis en place, beaucoup plus que lors du soir de la finale de la Coupe de la Ligue avec le PSG, on se demande bien pourquoi, beaucoup de sujets ont été abordés dans cette réunion entre les grandes puissances de ce monde. Et comment cet événement a été perçu en Russie, Sophia? Les médias russes ont couvert le sommet de G7 à Évian, en France, de manière critique, pragmatique et plutôt prudente, en se concentrant sur la diplomatie en coulisses autour de l'Ukraine, les actions de Donald Trump et les nouvelles sanctions anti-russes. Les autorités russes, de leur côté, ont qualifié cette réunion du sommet anti-russe. D'après Commerçant, l'objectif principal de Vladimir Zelensky et de dirigeants européens, Emmanuel Macron, Friedrich Merz et encore à ce moment-là Keir Starmer, était de convaincre Donald Trump de maintenir soutien américain à Kiev. Le journal affirme qu'ils ont tenté de lui faire comprendre que la Russie n'était pas en train de gagner la guerre. Sergei Lavrov a accusé ce qu'il appelle le parti de guerre européen, cherchait à remettre en cause les accords conclus entre Moscou et Washington lorsque du précédent sommet à Anchorage. Le conseiller présidentiel Yuri Ushakov a tenu un discours similaire. Selon lui, les dirigeants européens tentent encore de pousser Donald Trump dans une direction qui complique les perspectives d'un règlement pacifique. Les médias russes ont également largement relayé l'appel téléphonique de Vladimir Poutine et Donald Trump au début du sommet. Le président russe a présenté ses vœux à son homologue américain à l'occasion de son 80e anniversaire, avant de lui rappeler que toute tentative occidentale visant à inverser le cours du conflit en Ukraine était voué à l'échec. D'ailleurs, oui, 80 ans, je crois que ça en fait le président en fonction américain le plus vieux de l'histoire du pays. Alors, pas le plus vieux du monde, puisque je pense que du côté africain, on a Paul Biya, mais voilà. En tout cas, c'est un des plus vieux dirigeants, plus vieux que Vladimir Poutine aussi. D'ailleurs, Sophia, au cours de ce G7, il y a un autre sujet important qui a été décidé par les dirigeants de l'Union européenne, puisqu'ils ont décidé de prolonger les sanctions économiques contre la Russie, non pas de 6 mois comme c'était habituel jusqu'à maintenant, mais de 12 mois d'un coup. Quelle a été la réaction de Moscou face à ce changement un peu étrange? Eh bien, Jimmy, à Moscou, cette décision est accueillie avec beaucoup de détachement. Alors que plusieurs médias européens et ukrainiens présentent le passage d'un renouvellement annuel des sanctions comme un moyen d'empêcher les pays les plus réticents de bloquer le processus tous les 6 mois, les médias russes y voient surtout une mesure administrative de simplification. Selon eux, cette décision ne change rien au contenu des sanctions ni à la manière dont les entreprises russes planifient leurs activités. Elle viserait avant tout à éviter les divisions internes au sein de l'Union européenne.
Certains analystes estiment toutefois qu'une ligne occidentale plus dure pourrait se traduire par une augmentation des frappes de drones ukrainiens contre les raffineries russes, avec un risque de tension sur le marché des carburants. Les médias russes ont également beaucoup insisté sur les manifestations antimondialistes et pro-palestiniennes à Genève. Ils ont largement couvert les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, les véhicules brûlés et l'usage du gaz lacrymogène, y voyant le signe de profondes tensions au sein des sociétés européennes. Enfin, plusieurs commentateurs établissent un lien entre les concessions accordées par Donald Trump aux Européens et les sanctions anti-russes, sur les sanctions anti-russes et les discussions parallèles avec l'Iran autour de détroit d'Ormuz. Selon cette analyse, Washington serait prêt à freiner davantage les exportations russes dans l'espoir de les remplacer par du pétrole en provenance du Moyen-Orient. Comme le résument certains éditorialistes russes, c'est le business, rien de personnel. Ouais, ouais, comme dirait Donald Trump, business is business. Enfin, en tout cas, du côté européen, certains estiment qu'Emmanuel Macron aurait réussi à rallier Donald Trump sur la question ukrainienne, perçue comme un signe de maintien de l'unité transatlantique. Côté russe, en revanche, cette lecture est vue comme un simple calcul économique et stratégique lié aux équilibres du marché mondial dans les matières premières, et notamment celle de l'énergie. Nous verrons donc bien dans les prochaines semaines comment cela évolue et quelles seront les retombées concrètes ou pas d'ailleurs de ce sommet. Et pour notre deuxième sujet, on va continuer de parler de l'UE et du conflit ukrainien qui lui tient tant à cœur. Alors, dans les travées du Parlement européen, on prépare un texte qui servirait à renvoyer les hommes ukrainiens en âge de combattre dans leur pays. Alors après les avoir accueillis à bras ouverts et leur avoir donné le bon Dieu sans concession, leur promettant qu'ils seraient préservés de la guerre et protégés dans leur nouveau pays d'accueil, eh bien, il semblerait que les pays européens rétropédalent un petit peu. Je pense que plus hypocrite que cela, on ne fait pas. Sophia, comment est perçue cette nouvelle du côté du Kremlin ? Les médias russes citent une déclaration du commissaire européen Magnus Brunner, selon laquelle les autorités ukrainiennes auraient officiellement demandé à l'Union européenne de retirer le droit d'asile aux hommes en âge de servir, afin de faciliter leur retour en Ukraine. Dans cette lecture, plusieurs commentateurs accusent Bruxelles d'hypocrisie, estimant que l'Union européenne serait prête à mettre de côté les principes humanitaires et les droits de l'homme pour répondre aux besoins militaires de Kiev. En Russie, cela est présenté comme un signe de la situation difficile de l'armée ukrainienne sur le front. La presse économique russe y voit également des motivations financières. Selon cette analyse, le durcissement du cadre juridique permettrait à certains pays comme l'Allemagne, la Pologne ou la République tchèque de réduire les charges sociales et de pousser les hommes concernés soit à travailler, soit à quitter leur pays. Ouais. Alors, on va faire une toute petite pause pub. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la pub, il est encore possible de voyager. Et pour revenir sur ce que tu as dit, Sophia, il semblerait donc que la politique du jusqu'au dernier ukrainien soit plus que jamais en phase d'être appliquée à la lettre. Et quand on voit les propos de certains hauts gradés européens, à l'image du général-major Vansina en Belgique, qui a littéralement dit ceci en parlant du temps gagné pour se préparer à la guerre contre la Russie, parce que plusieurs dirigeants européens souhaitent faire la guerre apparemment avant 2030. Il a dit ceci: c'est grâce au courage et au sang des Ukrainiens qui achètent ce temps pour nous.
Je pense qu'on ne peut pas faire plus froid et plus cynique que ça, hein. C'est à la limite de la sociopathie, hein. C'est assez inquiétant. Bon, après, il faut quand même relativiser les choses, hein. On parle de la Belgique, hein, qui n'a même pas réussi à faire voler les F-35 vu que son territoire est trop petit. Donc, je pense que niveau menace, la Russie a vu pire. Et pour notre troisième sujet, on va à nouveau rester sur le thème du conflit ukrainien, mais nous allons parler de ses dommages collatéraux. Comme le régime de Kiev ne tient plus le choc sur le front, il cherche par tous les moyens à déstabiliser la Russie, et notamment en attaquant sa population et ses infrastructures énergétiques. Et c'est donc dans cette optique qu'un bus transportant une équipe de jeunes footballeurs biélorusses, hein, attention, a été frappé par des drones ukrainiens dans la région de Bryansk, et également que la ville de Moscou a essuyé sa plus grosse attaque de drones depuis le début de ce conflit dans la nuit du 17 au 18 juin. Sophia, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça, s'il te plaît? 44 personnes se trouvaient à bord du bus parti de Biélorussie vers le sud de la Russie pour des vacances. Parmi elles, 28 enfants, membres d'une équipe de jeunes footballeurs. 7 personnes ont été blessées et la femme de l'entraîneur a perdu la vie lors de l'attaque. L'événement a été immédiatement qualifié par Maria Zakharova de crime monstrueux et par Vladimir Poutine d'acte de terrorisme barbare. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale et les organisations internationales à condamner sans ambiguïté l'action des forces armées ukrainiennes. Jimmy, comment ont réagi les médias occidentaux à cette attaque? Eh bien, étrangement, hein, ils se sont montrés beaucoup plus prudents et tempérés que lorsque un drone prétendument russe tombe en Roumanie ou en Pologne, hein, par exemple, hein. Certains médias restent simplement prudents en disant que toutes les hypothèses sont possibles. D'autres suggèrent, en relayant le récit de Kiev, hein, que ce serait la Russie elle-même qui a provoqué l'attaque afin d'impliquer la Biélorussie plus concrètement dans le conflit actuel. Alors le SBU ukrainien, hein, les services secrets en gros, a d'ailleurs publié un document interne, pardon, spécifiant que leur service n'avait enregistré aucun vol de drone ukrainien dans cette région au moment des faits. Pourtant, Sofia, ce document semble complètement tronqué, n'est-ce pas? Sans rentrer dans les détails, mais pour démentir ce document, les expertises faites sur les débris du drone après l'attaque confirment qu'il était d'origine ukrainienne. Certains analystes russes estiment que la diffusion de ce document serait liée à la réaction très ferme d'Alexandre Loukachenko, le président de Biélorussie, qui a accusé Kiev d'une provocation contre son pays. Selon cette analyse, Kiev chercherait avant tout à éviter l'ouverture d'un second front au nord et aurait réagi rapidement en diffusant ce document pour se défendre auprès de Minsk et de la communauté internationale. Et en ce qui concerne l'attaque massive de drones, hein, sur Moscou, on a pu constater que les médias occidentaux, par contre, là, ils s'en sont donnés à cœur joie en indiquant un signe de faiblesse flagrant de la Russie et du régime de Vladimir Poutine, hein, puisqu'il l'appelle un régime, c'est apparemment une dictature, hein. Bon, on mettra à part, hein, toutes les censures qu'il y a en Union européenne. Mais du coup, eh bien, lorsque on voit qu'on est désespéré, hein, on est prêt à se convaincre de beaucoup de choses, hein. Aussi, on peut parler de ça, hein, jusqu'au dernier jour du Troisième Reich, hein, certains aficionados de ce régime pensaient que les nazis allaient gagner. Donc bon, hein, je pense que dans le bunker, il y en a qui pensaient encore que la victoire était proche. Bref, on va passer maintenant à notre avant-dernier sujet et nous allons parler de Keir Starmer. Alors même si on pourrait se réjouir de son départ, hein, on sait déjà que son successeur va plus ou moins suivre la même ligne directrice que lui. Comme on dit, hein, si vous voulez éliminer le mal à la racine, eh bien, il faut vraiment y aller puissamment, puisque sinon le chien dent continue à pousser et à se propager, ce qui est très embêtant. Cependant,
Avant son départ, Keir Starmer avait évoqué un sujet plus ou moins polémique, hein, puisqu'il souhaitait mettre en place une loi qui vise littéralement à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de 15 ans ou moins. Ça rappelle légèrement, hein, une législation de Macron il n'y a pas longtemps. Pareil, Van der Leyen en parle aussi, hein, de cette régularisation et de cette interdiction pour les jeunes d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, on pourrait penser que c'est pour le bien des jeunes, mais quand on connaît la ligne directrice de Bruxelles, on peut légitimement se poser des questions. Sophia, tu peux nous donner des détails par rapport à tout ça, s'il te plaît? Oui, selon Vedomosti, la loi devrait être adoptée d'ici fin 2026 et entrer en vigueur au printemps 2027. Les médias indiquent que les mesures britanniques pourraient être plus strictes encore que celles appliquées en Australie. Elles ne concerneraient pas seulement le blocage de plateformes comme TikTok, YouTube, Instagram ou X, mais aussi des restrictions d'usage, suppression de défilements infinis, interdiction de streaming, limitation des interactions avec des inconnus dans les jeux et interdiction des chatbots IA à caractère romantique. Cette initiative est largement soutenue au Royaume-Uni avec plus de 90% d'approbation chez les parents, ce qui renforce politiquement la position du gouvernement travailliste. Mais selon des spécialistes en informatique, les dispositifs de vérification d'âge resteraient inefficaces. Il souligne que de nombreux mineurs contournent déjà ces systèmes via des VPN ou des identités falsifiées, parfois jusqu'à utiliser des photos des personnalités publiques comme Keir Starmer. Du côté des plateformes, YouTube estime qu'une interdiction généralisée ne protégerait pas les enfants, mais les pousserait vers les espaces grises, moins modérés et donc plus risqués. Dans les médias russes, ce type de régulation est vu comme une tendance mondiale. Plusieurs experts estiment que la Russie pourrait elle aussi finir par adopter les restrictions similaires pour les mineurs, tout en soulignant que la difficulté reste la même, mettre en place un système fiable de vérification de l'âge sans restreindre excessivement les libertés numériques. Oui, alors en tout cas, hein, désolé pour le petit décalage de micro, excusez-nous. Donc oui, quand on sait, hein, que tous les grands patrons de la tech, hein, disent qu'ils interdisent ce genre de réseaux sociaux à leurs enfants, par exemple, hein, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la nuisance que ça pourrait avoir, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études, hein, qui sont faites sur le sujet et qui montrent que, en effet, c'est très très néfaste, surtout pour les adolescents de moins de 15 ans, puisque leur cerveau est toujours en formation, enfin pour la plupart en tout cas, parce que certains ont un encéphalogramme proche de zéro, mais voilà, leur cerveau est toujours en formation et c'est très très nocif pour eux. On peut avoir une baisse de QI, des choses comme ça qui sont provoquées. Mais bon, pour contrôler ça, peut-être que dans un futur pas si lointain, hein, comme dans certaines œuvres de science-fiction dystopiques, ou peut-être même pas dystopiques, hein, nous aurons une puce sous-cutanée qui tracera le moindre de nos faits et gestes, hein. Enfin bref, en tout cas pour notre dernier sujet, comme à l'accoutumée, soyons un peu plus légers. En France, messieurs, dames, accrochez-vous, le Premier ministre Sébastien Lecornu, alors peut-être pas pour très longtemps, puisqu'il y aurait une rumeur comme quoi il y aurait une dernière dissolution. Bon, voilà, on n'est plus à ça près. Mais bref, Sébastien Lecornu a mis en place une nouvelle réglementation visant à détecter les consommations de drogue au sein des ministères pour les employés. Alors, cela fait rire en Russie, Sophia, ou bien ça c'est pris au sérieux? Faire rire, peut-être pas, mais c'est sûr qu'on en parle. Les médias russes présentent l'initiative du Premier ministre français Sébastien Lecornu d'instaurer des tests de dépistage de drogue obligatoires et inopinés pour des fonctionnaires comme une mesure sans précédent. Ils l'expliquent notamment par des scandales internes, comme par exemple en 2025, lorsqu'un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture aurait été limogé pour la consommation de drogue, ainsi que par des considérations de sécurité nationale. Certains estiment que des agents dépendants pourraient être plus facilement manipulés ou faire l'objet de chantage par les mafias.
Selon cette circulaire, la mesure s'applique à tous les niveaux de l'État, des fonctionnaires aux ministres eux-mêmes. Je ne peux cependant pas m'empêcher de me demander si le Jupiter de l'Élysée figure sur la liste de contrôle. Oh, bah, franchement, je comprends absolument pas pourquoi tu dis ça. Hein, avec son ami Zelensky, je pense qu'ils ont le même fournisseur. On se rappellera de ce petit mouchoir magique, hein, dans le train où il y avait Starmer et Merz avec notre ami Macron, par exemple. Bah, pour revenir, hein, aussi, hein, sur ce que tu dis, il y a plusieurs quand même cas de drogue, d'achat de drogue, etc., hein. Si on ne peut parler que de celui-là, même si ça date un petit peu maintenant, mais il y avait le député LFI Andy Kerbrat, hein, qui avait été chopé sur un quai de métro à acheter de la drogue à un mineur avec l'argent, avec ses dotations de ministre, hein. Donc, bon, encore une fois, hein, on se doute bien que l'argent n'est pas forcément bien utilisé et que quand notre ministre de l'Intérieur nous dit qu'il lutte activement contre le narcotrafic, on sait très bien de quel narcotrafic il s'agit. C'est de celui qu'ils ne peuvent pas contrôler, je pense, hein, puisqu'ils ne vont pas les taper leurs propres fournisseurs. D'ailleurs, en parlant de ça, Sophia, est-ce que ce sujet d'actualité de contrôle de drogue, etc., ça se fait, hein, pour les fonctionnaires russes ou pas du tout? Alors, malheureusement, oui, en Russie, c'est aussi d'actualité. Nul n'est parfait. Mais au lieu de tests rapides inopinés sur le lieu de travail, la Fédération de Russie a mis en place un système de suivi médical programmé lors de l'embauche et lors d'examens médicaux annuels. Encore en 2013 ou plus récemment en 2023, on a tenté d'introduire un système de dépistage rapide et rigoureux pour les fonctionnaires, similaire au système français. Mais pour le moment, cette initiative est jugée excessive avec les examens médicaux annuels qui sont déjà en place. Ouais, il semblerait d'ailleurs, hein, que les tests en France ne seront pas si opinés comme que prévu, hein. C'est en tout cas ce qu'a révélé, je pense, assez inopinément, si je peux me permettre ce mot, Maud Brejon, hein, porte-parole du gouvernement, dans une intervention récente à la radio. Donc forcément, hein, si on connaît les réponses de l'examen, c'est un peu plus facile de le passer. Et là, notamment, hein, les tests salivaires, hein, je le rappelle, ça détecte la consommation de drogue dans les 48 dernières heures, concrètement. Donc, si vous êtes prévenu plus de 48 heures à l'avance, bah, pas de problème, hein, vous ne prenez pas de drogue et vous allez passer le test sans aucun problème. Est-ce que c'est vraiment un effet d'annonce ou est-ce qu'il y a vraiment une démarche sincère derrière cette loi de Monsieur Lecornu? À voir, mais franchement, quand on voit par exemple le regard et les yeux écarquillés de chouette-culotte de Gabriel Attal, par exemple, hein, on peut vraiment se demander si ça cache une démarche sincère. Bref, c'est sur cette petite réflexion que nous allons nous quitter, messieurs, dames. Si l'émission vous a plu et que vous avez des remarques à nous faire, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire, toujours dans le respect, s'il vous plaît. Et eh bien, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo si elle vous a plu et à la partager massivement pour rendre zinzin notre algorithme YouTube, hein, qui ne nous aime pas beaucoup, hein, nous et tous les autres médias dissidents qui ne prêchons pas la bonne parole de Macron et de tous ses copains. Et eh bien, vous pouvez aussi nous faire un petit don si si le cœur vous en dit, hein. C'est un petit pas pour nous, un petit pas pour vous, pardon, mais un grand pas pour la chaîne. Sur ce, Sophia et moi, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rapport des agents du Kremlin.